le Premier ministre Trudeau pour l'organisation durant toute cette année des travaux du G7 et l'accueil qui nous a été réservé et l'organisation exemplaire de ce G7 de Charlevoix. Ce G7 ne lève pas tous les désaccords, mais il nous a permis, dans un contexte de tension que nul n'ignorait, de préserver l'unité sur tous les sujets où elle était possible, en matière d'affaires étrangères, en matière de commerce tout particulièrement, de maintenir à chaque fois le niveau d'ambition que nous voulions avoir sur ces sujets. Et lorsque notre niveau d'ambition n'était pas compatible avec l'unité du groupe, d'accepter d'avoir une dissidence. C'est ce qui s'est passé sur le sujet du climat, qui est le seul sujet, climat et océan, sur lequel il y a eu une position à 6, tenue par les membres du G7, et une position américaine à part, ce qui n'est pas une nouveauté, puisque c'est déjà la situation à laquelle nous avions été confrontés, je le rappelle, à Hambourg, où il y avait une déclaration à 19 versus 1. Et donc, à ce titre, cette situation n'était pas acquise, et je considère que la méthode que nous avons décidé d'adopter durant ces derniers jours a été fructueuse. En effet, la volonté d'afficher très clairement notre ambition et le fait que nous n'étions pas prêts à dégrader nos positions réaffirmées l'année dernière à Taormina, en particulier en matière commerciale, a permis d'avoir un résultat pour ce G7 qui est plus favorable que celui auquel on pouvait s'attendre. Et à ce titre, à mes yeux, le front uni européen a été décisif sur les sujets commerciaux comme sur les sujets politiques. Cette réunion que nous avons organisée entre l'ensemble des pays européens a permis d'arrêter une position commune forte, une convergence très claire, côté de laquelle le Japon et le Canada ont pris position, et ainsi d'obtenir ces changements. Sur le commerce, premier sujet avec l'économie mondiale que nous avons évoqué hier et qui a donné lieu à des échanges, y compris hier soir et pour les derniers ce matin, nous avons une déclaration qui permet de rappeler les principes et les fondamentaux auxquels nous tenons. D'abord, le fait que nous tenons à un commerce mondial qui doit respecter les règles internationales, la déclaration le fait bien figurer, c'est-à-dire les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et je pense qu'il était essentiel de le rappeler dans le contexte contemporain. Ensuite, notre attachement collectif à poursuivre des accords commerciaux qui permettent d'améliorer le commerce mondial tout en respectant les préférences collectives de chacun. Et donc, ce faisant, n'encourageant aucune pratique non coopérative. Et nous avons fait adopter la mention explicite d'une réforme nécessaire de l'Organisation mondiale du commerce, qui est ce pourquoi la France avait plaidé il y a quelques jours lors de la conférence de l'OCDE. En effet, la réponse aux dysfonctionnements contemporains sur le plan commercial, c'est d'avoir un G20 et une OMC plus efficaces. Ça n'est pas d'avoir un repli national. Et c'est la philosophie que porte ce texte. Avoir une OMC plus efficace, ça veut dire aller vers une résolution des conflits beaucoup plus rapide et plus efficace, et une modernisation de nos instruments commerciaux qui n'ont pas été changés en profondeur depuis 1994. Et il y a un engagement de tous les pays qui étaient présents pour œuvrer en ce sens, ce dont je me félicite. J'ai pu voir le directeur général de l'OMC lors de la conférence de l'OCDE, et nous allons œuvrer en ce sens pour avancer. Je leur proposé d'accueillir une conférence conjointe avec la Chine, les États-Unis, le Japon et les pays européens pour aller en ce sens et moderniser notre organisation commerciale internationale pour la rendre plus efficace. Ceci est une déclaration, elle correspond au niveau d'ambition que nous souhaitions, et il était clair pour les Européens que nous n'aurions pas accepté une déclaration qui ne fasse pas référence à cet ordre international commercial, à l'OMC et aux principes que nous avions déjà défendus à Taormina. Néanmoins, une déclaration n'efface pas tous les désaccords, et cette déclaration, elle ne lève pas les mesures qui ont été prises ces derniers jours et ces dernières semaines, et il ne s'agirait en aucun cas d'être naïf. Mais nos échanges ont aussi permis, je crois, de clarifier la situation, et nous avons eu, en particulier avec le président Trump hier, un échange extrêmement direct sur les perceptions réciproques de nos relations commerciales. Et j'ai ainsi pu rappeler que
Ce n'est pas l'Union européenne qui est fermée aux États-Unis aujourd'hui aux produits américains. Il y a 330 lignes tarifaires américaines contre 45 qui viennent de l'Union européenne. Ces lignes tarifaires, ce sont les tarifs les plus élevés de nos relations bilatérales. Et sur de nombreux biens et services, il y a aujourd'hui des tarifs qui restent très élevés côté américain, ce qui ne correspond pas à la réalité souvent, en tout cas aux propos souvent répétés par l'administration américaine. Et donc ceci a mis en lumière la nécessité d'avoir un travail sur les faits exhaustif, partagé entre l'Union européenne et les États-Unis. Ces dernières semaines et ces derniers mois, des mesures unilatérales ont été prises, parfois à la lumière de situations qui n'étaient pas dûment renseignées et qui n'avaient pas fait l'objet d'échanges. Notre souhait, et ce sur quoi nous nous sommes engagés, c'est de pouvoir, en particulier sur le sujet de l'automobile, avoir des échanges contradictoires de part et d'autre pour lever les doutes ou incompréhensions. En tout état de cause, cette déclaration acte du fait qu'on ne peut résoudre des déséquilibres commerciaux mondiaux par des mesures protectionnistes et par la fragmentation de l'ordre mondial commercial. La réponse, elle est dans la coopération commerciale internationale et elle est dans notre capacité à traiter des grands sujets structurants que sont nos défis, en particulier la lutte contre le pillage de la propriété intellectuelle et le traitement de certaines surcapacités qui existent dans certains marchés. C'est ce que cette déclaration rappelle aussi par une meilleure coordination et organisation des pays du G7. Les prochains mois donc donneront lieu à des discussions plus approfondies, à un travail, et donc je ne considère pas que cette déclaration soit, de quelque manière que ce soit, un point d'aboutissement, mais elle est une étape qui nous permet de réaffirmer ce que nous souhaitions et qui évite des divergences supplémentaires. Sur les sujets de sécurité collective et de paix, là aussi, nous avons pu avoir une déclaration qui prend en compte plusieurs des principes que nous partageons et aussi plusieurs des initiatives que la France a portées ces dernières semaines. Sur la Syrie, nous avons une communauté de vues et une volonté non seulement de finaliser évidemment la lutte contre le terrorisme islamiste, de lutter contre l'utilisation des armes chimiques, mais également d'aller vers une solution politique inclusive qui permette la stabilité politique de la Syrie, qui est, comme vous le savez, la position que la France poursuit depuis 1 an et sur laquelle nous avons avancé ces dernières semaines, en particulier avec la Russie et Israël. Sur justement l'utilisation des armes chimiques, nous avons signé une déclaration conjointe qui soutient les initiatives que nous portons, en particulier d'ailleurs avec les États-Unis d'Amérique, pour aller plus loin, réhabiliter un mécanisme d'attribution des attaques chimiques qui est inopérant depuis le mois de novembre 2017 et prendre des initiatives concrètes en la matière. Nous avons également acté d'un soutien unanime pour la lutte contre le financement du terrorisme, actant des conclusions de la conférence de Paris sur ce sujet il y a quelques semaines. Sur la Libye, nous avons collectivement acté là aussi des avancées obtenues il y a quelques jours à Paris, et en particulier d'un engagement de tous pour obtenir des élections en Libye avant la fin de l'année, selon un processus et un engagement de toutes les parties qui avaient été affirmés lors de leur présence à Paris. Enfin, sur la Corée du Nord, nous avons discuté longuement de la situation hier soir, en particulier à la lumière des échanges que nous avons pu avoir avec Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, et le président Trump nous a quittés pour rejoindre Singapour, où se tiendra le 12 juin prochain une discussion importante avec le dirigeant coréen du Nord. Et nous avons apporté notre soutien à cette initiative, dont la finalité, je le rappelle, est une dénucléarisation de la péninsule coréenne, et donc un travail essentiel, là aussi, à la fois pour la stabilité régionale, mais la lutte collective que nous soutenons pour lutter contre les pouvoirs nucléaires non coopératifs. C'est le même esprit qui a alimenté la déclaration que nous avons collectivement signée sur l'Iran. Je pourrais, sur ces points, répondre plus longuement aux questions qui sont les vôtres, mais nous avons obtenu sur ces sujets d'importance un consensus qui permet là aussi d'avoir à 7 des positions communes. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à d'autres sujets extrêmement importants sur lesquels la présidence canadienne s'était fortement engagée,
en particulier l'égalité femmes-hommes et les sujets climatiques, et tout particulièrement l'initiative prise sur les océans. Sur l'égalité femmes-hommes, je veux ici saluer l'engagement canadien qui a été d'avoir une approche transversale de ce sujet, et plutôt qu'avoir une session ad hoc, de considérer que toutes nos politiques, tous nos engagements devaient être évalués, en tout cas regardés à la lumière de cette question. Et j'ai souhaité, pour la présidence que la France prendra l'année prochaine du G7, poursuivre cette initiative, d'une part en pérennisant le Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes, dans son principe, et d'autre part en demandant à ce que nous ayons un processus d'évaluation et de transparence sur les engagements pris aujourd'hui en la matière, pour que nous puissions clairement non seulement évaluer ce que chacun a fait, mais comparer aussi nos situations respectives dans un esprit d'amélioration conjointe et d'échange de bonnes pratiques. Pour ce qui concerne les pays du G7 eux-mêmes, nous sommes fortement engagés, avons échangé nos expériences en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. La France, comme vous le savez, est fortement engagée sur ce sujet avec une loi qui est en cours de discussion au Parlement, mais également en matière de lutte contre le harcèlement sur Internet et toutes les formes de harcèlement physique ou numérique. Ce sujet continuera à être une de nos priorités, qu'il s'agisse d'ailleurs du harcèlement à l'égard des femmes ou des adolescents et adolescentes, des minorités, en particulier LGBT. Nous avons une longue discussion sur ce point et nous avons besoin d'un engagement de la communauté internationale pour lutter contre toutes ces formes de harcèlement. C'est quelque chose que nous avions fortement poussé l'année dernière avec Theresa May, que nous avons encore souligné aujourd'hui. Il faut à la fois un engagement international, un engagement de la société civile pour sensibiliser toutes les opinions publiques, une pression accrue sur les GAFAM, mais également la capacité que nous devons nous donner, je pense en particulier au niveau européen, à légiférer sur ce point et à créer des systèmes de responsabilité des plateformes et des réseaux sociaux en la matière. Ce sujet est essentiel et un fort engagement a été partagé. Sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, c'est sur l'éducation des jeunes filles que nous avons également concentré notre discussion, en particulier pour les pays les plus pauvres ou les pays en voie de développement. Sur ce sujet, c'est l'un des 7 engagements qui avait été voulu par la présidence canadienne et que nous avons finalisé. Nous avons engagé des financements pour l'éducation des jeunes filles en zone de guerre et zone de conflit. Et la France a tenu évidemment à apporter sa contribution à cet engagement collectif qui s'inscrit en continuité avec l'engagement que nous portons depuis le mois de septembre dernier, puisque, comme vous le savez, l'éducation des jeunes filles est une des priorités de la France en matière d'aide publique au développement. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous avions décidé en début d'année de co-présider avec le Sénégal les levées pour le partenariat mondial pour l'éducation qui avait permis justement de mobiliser 2,3 milliards de dollars pour le sujet de l'éducation et tout particulièrement de l'éducation des jeunes filles. La France ayant plus que multiplié par 10 son engagement en le portant à 200 millions d'euros et la France ayant décidé d'ailleurs de mobiliser 50% de ses financements d'aide publique au développement vers la lutte contre l'inégalité femmes-hommes. Ce sujet de l'éducation des jeunes filles est un sujet très important sur lequel les engagements pris par les pays du G7 à l'égard justement des pays en voie de développement ou des pays pauvres, et je pense tout particulièrement aux pays du Sahel, est extrêmement important. Je veux aussi ici redire tout le soutien que nous apportons aux pays qui courageusement mènent des réformes en la matière. Et j'ai pu pour ma part rappeler ce matin l'engagement de la France et mon souhait qu'il y ait un engagement collectif du G7 pour soutenir les réformes courageuses entreprises par le Niger, qui, durant ces dernières années, a mené une transformation profonde dans son pays, à lutter contre les mariages forcés et à améliorer l'éducation des jeunes filles, et aussi un meilleur contrôle démographique qui est essentiel, et c'est un sujet dont on doit parler sans tabou, et dont parle d'ailleurs le président Issoufou avec beaucoup de courage. Mais j'ai également tenu à souligner le nécessaire soutien de la communauté internationale pour accompagner les réformes de la Tunisie. Et j'ai salué sur ce sujet l'engagement du président Essebsi, qui, avec beaucoup de courage, dans son pays, porte un modèle de développement et de choix politique. Et je crois que ce pays, suite au printemps arabe, est sans doute celui qui incarne le mieux ce renouveau. Le président Essebsi, avec courage, a porté 2 textes de loi sur le droit à hériter librement pour les femmes et la liberté devant le mariage. Et je souhaite que nous puissions collectivement nous engager sur le plan bilatéral au maximum pour soutenir la Tunisie dans ses réformes et dans le contexte très difficile qu'elle est en train de vivre. Parce qu'avoir un dirigeant courageux à ce point
qui luttent sur le terrain de manière active pour l'égalité femmes-hommes était là aussi essentiel à rappeler. Sur les sujets climatiques, nous avons obtenu sur toute la déclaration en matière d'énergie un consensus à 7. Il a été choisi ensuite de retenir une déclaration signée par 6 pays et d'accepter un dissensus américain sur les sujets climatiques, comme je vous le disais, comme ça avait été le cas il y a quelques mois à Hambourg pour le G20, en raison de la référence à l'accord de Paris et parce que les 6 autres pays tiennent à cette référence et ne souhaitaient aucun compromis en la matière. Cette déclaration du G7, signée par 6 États membres, a réitéré cet engagement, mais a aussi soutenu plusieurs initiatives lancées par la France, en particulier le One Planet Summit et les initiatives qui ont conduit à la mobilisation de plusieurs États membres, y compris d'ailleurs, je tiens ici à le souligner, des États fédérés américains qui étaient présents au One Planet Summit, qui se sont fortement engagés et sont à la pointe de l'engagement contre le réchauffement climatique. Je pense tout particulièrement à la Californie. Nous avons également eu une longue discussion sur le sujet des océans, à la fois la mobilisation contre l'érosion côtière, la mobilisation pour réguler les pêches et évidemment la lutte contre le réchauffement climatique, qui est clé en matière d'équilibre des océans, mais également un engagement très fort pour lutter contre les plastiques, avec là-dessus un engagement qui permet d'élargir au niveau du G7 ce que l'Europe a déjà porté, ce que la France s'applique à elle-même, c'est-à-dire en se donnant un objectif pour 2030 d'avoir 100% de recyclables, ce qui est la clé pour éviter la production de nouveaux déchets plastiques, dans un contexte où aujourd'hui, l'océan qui nous sépare de la France eh bien, est aujourd'hui envahi par le plastique. Nous l'avons rappelé durant la discussion, il y a à peu près l'équivalent de la superficie française dans le simple océan Atlantique en matière plastique. Et donc, si nous n'agissons pas à la fois pour éradiquer les matières existantes et traiter le sujet, mais aussi pour prévenir la production nouvelle, nous allons créer un véritable drame écologique et environnemental, sachant que l'essentiel de ces matières plastiques ont été produites durant les 15 dernières années. Cet engagement, c'est un engagement collectif vis-à-vis de nos industries. C'est celui que la France et en particulier, que l'Union européenne, et en particulier la France, ont déjà pris, mais qui permet un élargissement et une détermination collective. Et je crois qu'il était essentiel que nous puissions à la fois échanger, mais agir sur ce sujet. Et la discussion avec plusieurs pays à la fois l'Union africaine et sa présidence, plusieurs pays africains, plusieurs pays de la zone Caraïbe et de la zone Pacifique, a permis un échange fructueux, ainsi que la présence du président Macri, qui a souhaité pouvoir relayer cette ambition dans le cadre du G20 qu'il aura à présider à l'automne. Je pourrais là aussi sur ce sujet revenir sur tous les points que vous souhaitez détailler, mais je considère que les 2 sujets d'aujourd'hui, égalité femmes-hommes, climat, océan, ont permis de bonnes discussions et des avancées. Au total, ce G7, comme je le disais, a permis d'une part d'illustrer l'efficacité d'un front européen. Et je considère qu'il est essentiel pour l'Europe d'agir ensemble, d'œuvrer pour définir avant ce genre de rendez-vous un consensus fort et éviter les divergences. Ensuite, de lever des malentendus profonds et des erreurs factuelles qui étaient faites sur les débats que nous avons aujourd'hui en matière de commerce. Et d'éviter toute divergence supplémentaire, plutôt d'œuvrer à un apaisement. Nous verrons s'il est durable sur beaucoup de sujets de tension. Pour toutes ces raisons, je considère que ce G7 a été un travail utile de coordination et a permis de remplir son rôle qui est précisément de coordonner les 7 puissances autour de la table, y compris dans les temps où il peut y avoir des désaccords. C'est la France qui prendra donc pour l'année prochaine la présidence de ce G7. J'ai eu l'occasion de le dire, nous reprendrons quelques-unes des thématiques sur lesquelles un suivi s'impose pour être pleinement efficace. Nous aurons également à présenter en début d'année prochaine nos propres priorités. Ce G7 sera organisé à l'été 2019 par la France et se tiendra dans la belle ville de Biarritz, où le maire a accepté de nous accueillir et où nous serons donc fiers d'accueillir non seulement l'ensemble des pays membres du G7, mais également les organisations européennes et l'ensemble des organisations internationales comme des pays qui seront invités à la séance élargie.
Je vous remercie. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Merci. Marc Semo, Le Monde. Monsieur le Président, Donald Trump est arrivé à ce sommet très remonté contre le G7, prêt à une guerre commerciale à outrance. Finalement, à l'exception du point sur le climat, il a signé les conclusions finales. Alors, comment expliquez-vous cela ? Comment avez-vous fait pour l'amener à signer ? Et est-ce que vous pensez, vu que les déclarations du G7 ne sont pas contraignantes juridiquement, que c'est un engagement qui est un vrai engagement ? Écoutez, d'abord, je pense que le président Trump a vu qu'il y avait un front uni. Aurions-nous été divisés ? Point de suspension. Donc, je pense que le fait d'avoir un front uni, en particulier d'avoir l'ensemble de l'Europe faisant front commun, était une condition essentielle. Et donc, je crois que le président Trump, sur ce sujet, comme d'ailleurs sur les sujets de politique étrangère, n'a pas souhaité être isolé. Et il y a d'ailleurs eu beaucoup d'efforts, même sur le sujet des océans, pour essayer d'avoir un accord à 7. On était presque parvenu à la chose. Et donc, je pense que les États-Unis d'Amérique, ce qui, vous le noterez avec moi, est un rôle contraire à sa propre histoire, de se retrouver isolé dans un concert des nations à 7 qui représente des puissances développées qui ont cherché à se coordonner. C'est déjà une aberration d'avoir un 6+1 sur le climat. Prenons quelques années de recul. Et donc je crois que sur les sujets de politique étrangère et de commerce, il y a eu une volonté américaine, en voyant un front uni, de ne pas être isolé. Et donc notre coordination avec Justin Trudeau il y a 2 jours, puis au niveau européen hier matin, je crois, a eu son efficacité et il a compris qu'un 6+1 était possible et ça n'a pas été son souhait. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi être réaliste. Ce sont des déclarations. J'attends de voir les actes qui viennent. Mais je considère qu'il y a 2 choses très positives. La première, on a quand même s'il est non contraignant, eu une discussion et co-signé un texte. Et ce ne sont pas les prédécesseurs qui l'ont signé. Nous avons co-signé un texte qui reconnaît l'existence de règles commerciales internationales, l'importance de les moderniser, mais notre engagement pour avoir un commerce juste et nous coordonner. Donc je veux bien qu'on décide dans quelques semaines de faire le contraire de ce qu'on vient de déclarer ensemble aujourd'hui, mais si on croit quelque peu, que ce soit à la crédibilité de la parole publique et de nos engagements, même si ça n'est pas juridiquement contraignant, c'est une avancée et ça a une valeur. Et donc je pense que dans cette stratégie de tenir tout le monde ensemble, d'essayer dans des moments où il peut y avoir des divergences, de recréer de la convergence, c'est utile. Enfin, ça a permis, comme je vous le disais, une discussion extrêmement franche, directe, qui a pu être vive hier après-midi sur les réalités du commerce. Et j'ai eu l'occasion, dans la session sur le commerce, de rappeler aussi à Donald Trump la réalité sur tout un nombre de biens et services de nos relations commerciales et des tarifs. Et je crois que c'était important qu'on ait cet échange. C'est d'ailleurs la nature même de la relation que nous avons toujours eue l'un avec l'autre. Et je pense que ça a peut-être aussi levé certaines certitudes qui étaient que le biais était asymétrique et que les États-Unis étaient victimes. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi de rappeler que quand on a un déficit commercial, il n'est pas forcément dû aux tarifs. Il est dû à des choix collectifs, à la situation de marché. L'économie fonctionne de manière mondialisée, ça n'est pas une somme de relations bilatérales. J'ai pris l'exemple de l'Union européenne, nous avons des excédents et des déficits, et il n'y a plus de tarifs. Et donc je crois que c'est aussi important que nous ayons une compréhension collective des contraintes et de la réalité du fonctionnement commercial. La discussion a permis de le faire. Voilà. Donc je pense que je ne crois pas au miracle. Je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de pression et des bonnes discussions qu'on a pu parvenir à ce résultat. Et je considère que ce résultat est une étape, mais que la clé réside maintenant dans les discussions au fond dans les semaines à venir et la cohérence que chacun aura en termes d'action par rapport à la déclaration que nous venons de faire aujourd'hui. France 2. Monsieur le Président, vous avez dit que la déclaration commune sur le commerce ne lève pas les mesures qui ont été prises. Concrètement, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a aucune chance pour que les États-Unis lèvent les taxes sur l'acier et l'aluminium? Deuxièmement, est-ce que vous redoutez toujours que les États-Unis imposent de nouvelles taxes douanières sur d'autres secteurs? Est-ce que, tout au moins, vous espérez que l'engrenage représailles contre représailles est stoppé?
Et puis, enfin, Donald Trump, à peine monté dans son avion à Singapour, a publié toute une série de tweets vengeurs sur le commerce. En gros, il déclare que les États-Unis ne se laisseront pas faire. Alors, est-ce qu'avec Donald Trump, le consensus ne tient que le temps qu'il est dans une pièce avec les 6 autres partenaires? Écoutez, sur tous ces sujets, encore une fois, il y a un travail constant, mais pour répondre point à point. Premièrement, il est évident qu'aucune déclaration ne lève des décisions qui sont prises par ailleurs. Il y a eu des mesures américaines décidées au 1er juin sur l'acier et l'aluminium. Il y a d'ailleurs un débat américain sur la validité de ces mesures. Elles ont été prises juridiquement sur une base qui est une base sécurité nationale américaine. Elle est largement contestée, y compris par des membres du Congrès. Vous noterez que moi, je n'ai toujours pas compris en quoi les importations d'acier et d'aluminium européens étaient attentatoires entre alliés à la sécurité nationale américaine. Donc je pense que cette base juridique, elle fait l'objet de discussions internes américaines. Elle fait aussi l'objet du recours que nous portons devant l'Organisation mondiale du commerce, puisque l'administration du président Trump s'est appuyée sur une base légale qui est discutable. Ensuite, nous avons pris au niveau européen des mesures en retour qui seront applicables fin juin, début juillet. Sur ce sujet, il n'y a pas de changement et ça dépend des choix que les États-Unis feront dans les prochaines semaines et prochains mois s'ils décident de revenir en arrière, soit en raison de l'intervention du Congrès, soit par une décision propre de l'administration américaine, soit en raison du contexte international. Mais je veux simplement en rappeler la réalité juridique et le cadre. Je ne considère pas que ce soit chose acquise pour toute éternité. Sur les autres sujets, je pense que la nature du débat que nous avons eu néanmoins a plutôt été à l'apaisement. Et elle a stoppé l'escalade en termes de comportement et, en tout cas, elle a permis un dialogue là où, depuis des semaines, il y avait des actions unilatérales non concertées et non coopératives. Ce dialogue, est-ce qu'il lève toutes les ambiguïtés? Non, comme je vous l'ai dit. Et nous avons en particulier souhaité qu'il puisse y avoir un dialogue approfondi sur les automobiles. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le président américain a ouvert une enquête qui peut être le préalable à des décisions comparables à celles prises sur l'acier et l'aluminium. Aussi avons-nous souhaité ouvrir des travaux côté européen et qu'il puisse y avoir des échanges d'informations pour que sur ce sujet, nous soyons pleinement informés mutuellement et que nous puissions coordonner les choses. Maintenant, je ne sais pas vous dire quel sera le choix et les décisions de l'administration américaine, mais je sais qu'on ne gouverne jamais solidement, on ne préside jamais solidement quand on n'est pas cohérent avec soi-même. Les États-Unis d'Amérique se sont engagés dans une déclaration qui soutient les règles du commerce international et soutient la nécessité d'approches coopératives et de lutter contre toutes les formes de barrières injustifiées. Premier point. Deuxième point, j'ai entendu le président Trump dire « Mon souhait, c'est qu'on puisse avoir le maximum d'échanges et le moins de barrières possible entre les membres du G7 ». Be my guest. Si c'est le souhait, on a besoin d'être 7 pour danser ce tango-là, mais on a en tout cas besoin que le premier pas soit fait par celui qui a plutôt fait un pas en arrière. Et donc, s'il est cohérent avec ses déclarations unilatérales et ce qu'il a signé, je pense que, d'une part, il n'y aura plus de mesures unilatérales négatives, mais qu'il y aura plutôt une normalisation. En tout cas, c'est la conclusion intellectuelle et logique que j'en tire, mais je pense qu'il faut rester vigilant, et donc qu'un dialogue constant et exigeant s'impose. Mais vous savez, la France a aussi un déficit commercial important. Nous avons décidé de le régler en ayant une approche cohérente, en essayant d'être plus compétitifs, en développant l'innovation, la formation de nos concitoyens et en développant aussi les marchés à l'export pour vendre nos produits, pas en mettant des barrières. Et je crois d'ailleurs que c'est comme ça plutôt qu'il faut essayer de résorber les déficits commerciaux lorsqu'on en a, parce que je ne crois pas que ce soit une fatalité. Bonsoir Monsieur le Président, Loïc Signor, CNews. Un mot sur le futur G7, présidence française. Pourquoi avoir choisi la ville de Biarritz? Faut-il y voir
un symbole. Est-ce que vous pouvez nous en donner les dates? Et plus largement, vous qui prenez les transformations souvent nécessaires, selon vous, après un exercice aussi laborieux que celui-ci au Canada, faut-il transformer? Et comment allez-vous transformer le G7? Ça sera quoi la présidence Macron d'un G7 en France? Faut-il par exemple accéder à la demande du président américain et tenter une réintégration de la Russie pour un format plus élargi à un G8? Alors, je ne peux pas encore vous donner les dates définitives, ce sera à l'été, plutôt vers la fin de l'été 2019. Nous sommes en train de coordonner les différents agendas. Le choix de Biarritz est lié à plusieurs éléments. D'une part, il y a quelques villes en France qui peuvent accueillir un tel événement parce qu'il faut les infrastructures touristiques hôtelières. Biarritz en fait partie. D'autres villes avaient été retenues ces dernières années lorsque nous avions eu justement en particulier des G20 ou d'autres sommets à accueillir il y a une dizaine d'années. J'avais le souhait de mettre à l'honneur une ville de province et donc de ne pas le faire dans la capitale. Et je crois Biarritz, c'est une ville qui présente tous ses atouts. Ville océanique, tournée justement vers nombre des enjeux que nous avons à traiter. Et c'est aussi une ville qui m'est chère, dans une région qui l'est tout autant. Donc, pour toutes ces raisons, parce que d'autres villes qui auraient pu accueillir cet événement avaient été choisies plus récemment, parce que cette ville est tournée vers l'international et l'océan, en écho à ce que nous venons d'évoquer, parce que la population y est accueillante et le maire était très volontaire lorsque nous l'avons testé et s'est montré extrêmement motivé. Je pense que c'est un choix qui nous permettra d'accueillir de la meilleure des manières le G7 à venir. Et je remercie d'ailleurs le maire de Biarritz pour son engagement et je pense que ce sera une fierté pour Biarritz et toute la région. Et nous continuerons ainsi à mettre à l'honneur dans tous les événements que nous aurons à organiser des villes françaises et la province française. Sur les innovations, je pense à coup sûr que nous pouvons encore renouveler cet exercice et le rendre, si je puis dire, plus engageant encore avec des initiatives concrètes qui parlent davantage à nos concitoyens et qui permettent des actions très concrètes. Donc nous allons y réfléchir pour la présidence à venir. Et je pense qu'on peut vraiment encore améliorer et transformer cet exercice. Il y a une part d'aléa qui est liée au contexte international. Vous l'avez vu ces dernières semaines. Donc il faut rester humble sur ce sujet. Mais je suis convaincu que nous pouvons essayer d'avoir des améliorations qu'en tout cas nous allons porter. Même si je trouve que la présidence canadienne, sur beaucoup de sujets que j'ai soulignés, a eu à cœur justement de porter des initiatives concrètes. Je pense en particulier à l'éducation des jeunes filles ou aux océans. Sur l'élargissement du G7 au G8, il faut être très simple. Nous étions un G8 jusqu'au début 2014. Et il y a eu une décision collective de revenir à un format à 7, et donc pour un temps donné, de ne plus avoir autour de la table la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie avait envahi l'Ukraine et qu'il y a un processus mis en place à Minsk, celui des accords de Minsk, qui devait être respecté. Et donc je pense qu'aussi longtemps que ces accords et ce processus ne sont pas respectés, quelle serait la cohérence de dire on élargit à la Russie? Si ce n'est de dire cette enceinte se paye de mots. Moi, je crois à la relation avec la Russie. J'étais il y a quelques semaines à Saint-Pétersbourg. Je souhaite travailler davantage avec le président Poutine, sans aucune naïveté et complaisance, mais parce que je pense que nous pouvons réparer des erreurs de l'histoire, parce que je pense que la Russie est une grande puissance européenne, et parce que je pense que sur les sujets économiques, sur les sujets politiques, y compris sur les sujets de sécurité collective ou de cyberespace, nous pouvons avoir des résultats et nous devons travailler ensemble. Et je souhaite qu'on puisse, pour la décennie à venir, concevoir une nouvelle stratégie avec la Russie. Donc je crois beaucoup à cette relation stratégique et je vais continuer de m'y investir. Mais aussi vrai que je crois à cette nouvelle articulation, à avoir donc une autre approche au niveau bilatéral, à essayer de renouveler nos débats au niveau européen. J'essaie d'être cohérent. Ce qu'on peut parfois reprocher au G7, c'était dit par votre confrère, c'est dire, c'est ce qui est tout à fait vrai, ça n'est pas juridiquement contraignant. Mais moi, je suis très attaché, quand je signe une déclaration, à ce qu'elle soit suivie des faits. Et donc, ça fait 4 ans que le G7 dit on veut bien élargir, si et seulement si les accords de Minsk sont respectés. Et donc, on le fera, mais si et seulement si ils sont respectés. Et donc, la balle est dans le camp de la Russie, avec en tout cas toute la volonté de la France
le lendemain du respect de ces accords, de réouvrir le jeu. Et donc, mon souhait le plus vif à cet égard est de pouvoir avoir un G8 à Biarritz l'année prochaine, parce que les Russes auront avancé sur la base des accords de Minsk et que nous aurons rempli les conditions définies par les pays du G7 eux-mêmes. Bonsoir, Paul Larouturou, Quotidien. Pour compléter la question de mon confrère Marc Semo du Monde, et pour poser la même question qu'à Donald Trump hier, qui a gagné le bras de fer hier? Et est-ce qu'on a vu que, juste quelques secondes après, vous vous êtes serré la main tellement fort que la marque de votre pouce est restée sur la main de Donald Trump? Est-ce que c'était une technique de négociation? Vous avez eu un effet direct et immédiat. Non, ce n'est pas une technique de négociation, même si je constate que, j'ai dit à plusieurs reprises, je ne crois ni à la diplomatie des états d'âme, ni à la diplomatie de la poignée de main, mais il se trouve que depuis le début de cette relation, les poignées de main et les gestes sont amplement commentés, donc ils signifient toujours quelque chose, ou on veut leur faire signifier quelque chose. Je crois que sur ces sujets, il n'y a personne qui peut gagner le bras de fer. Parce que le cœur du G7, je veux dire, sa raison d'être, c'est la coopération. Et c'est là où je pense qu'il y a une erreur de méthode à prendre des décisions non concertées, unilatérales, à l'endroit d'alliés. Je veux dire, la philosophie même du G7, son histoire, c'est de dire entre alliés et puissances développées, on agit ensemble. Et on essaie de faire que d'abord on a une meilleure coordination pour être plus efficace, et on articule aussi nos positions vis-à-vis soit de pays avec lesquels on a des problèmes en commun, sur le plan commercial ou sur le plan géopolitique, soit à l'égard de pays dont on veut accélérer le développement. C'est ça le G7. Le G7 n'est pas une instance non coopérative. Et donc, le cœur même de la philosophie du G7, c'est qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui gagne contre les autres. Ça n'est pas vrai. Et quand on rentre avec cette logique-là et cette volonté-là, qui peut avoir un intérêt narcissique de court terme, on se trompe. D'abord parce qu'on est tous perdants. Donc c'est simple. Le jeu, qu'il s'agisse sur le plan international, des grands conflits, ou sur le plan commercial, des discussions que nous avons eues, soit nous arrivons à nous coordonner et nous pouvons avoir justement des résultats, des conclusions et des actions qui sont gagnantes pour toutes les parties, soit on voit bien l'intérêt collectif est détricoté par la position d'un seul. Et donc, je crois qu'à cet égard, le collectif a réussi et nous n'avons pas cédé à la désunion. Et s'il y avait un bras de fer entre l'esprit de coopération et l'esprit de désunion, je crois que l'esprit de coopération l'a emporté durant ce G7. Voilà. Mais ce n'est pas un pays contre un autre. C'est l'esprit de coopération face à la lèpre de la désunion. Mais le vrai sujet, c'est que la coopération, ça s'entretient chaque jour. C'est un combat de chaque instant. C'est à la fois de la pédagogie, de la détermination et de l'engagement. Donc on va continuer au-delà des poignées de main. Bonjour, Laurence Benamou, Agence France Presse. En quoi ce G7 et ses avancées vous permettent de préparer le Conseil européen des 28 et 29 juin? Va-t-il un peu modifier l'ambiance et négociations entre Européens? Merci. Écoutez, ce G7 a permis des échanges bilatéraux que j'ai pu avoir avec la chancelière Merkel ou avec le nouveau président du Conseil italien, Giuseppe Conte, comme avec la première ministre Theresa May. Donc, c'est toujours un temps qui permet des échanges bilatéraux. En particulier avec l'Italie, nous avons pu échanger des premières vues sur différents sujets et nous aurons à nous reparler dans les prochains jours. Mais le cœur des discussions n'était pas sur l'Europe. Moi, je tire un enseignement de ce G7, comme je le disais. Il a au moins montré à l'ensemble des pays européens et des institutions que lorsqu'on est unis, forts et qu'on se coordonne avant, on a un impact. Et pourquoi? Je l'ai dit à plusieurs reprises, parce qu'il faut avoir cet esprit de souveraineté européen. C'est une nécessité. L'Europe, c'est un marché aussi grand que les États-Unis d'Amérique. Si nous savons nous organiser et tenir une position commune, il ne faut pas avoir la logique du faible ou de la défaite. Le G6, c'est plus grand que le 1 tout seul. Et c'est aussi ce que c'est Donald Trump. C'est pour ça que sur le commerce, on a eu cette conclusion. Donc, je crois que ça a montré ça, ce G7. Ça a montré que quand l'Europe avance d'une voie unie, sait se coordonner, elle peut avoir des résultats et un impact. Et c'est très important à mes yeux.
Ensuite, nous avons un gros travail à faire d'ici au Conseil de juin. Je l'ai dit, pour moi, c'est un rendez-vous très important. Nous aurons un Conseil des ministres franco-allemands qui est un rendez-vous essentiel en amont. La chancelière Merkel a commencé à apporter des premières réponses ou des premiers éléments de réponse aux propositions que j'avais pu faire en matière européenne. Nous aurons beaucoup d'échanges. Nos ministres les ont en ce moment même pour certains. Nous aurons des échanges dans les prochaines semaines. Mais moi, je veux un accord ambitieux pour juin et surtout, je veux une projection à 5-10 ans. Notre Europe, elle a besoin à nouveau d'ambition et de vision. Et vous me connaissez, je serai tenace sur ce sujet. Sawaki Kita pour Asahi Shimbun, un quotidien japonais. Ma question porte sur le multilatéralisme. Comme c'est déjà évoqué, les États-Unis peuvent imposer de nouvelles taxes douanières, par exemple automobiles. Alors, allez-vous procéder aux nouvelles contre-mesures, quitte à déclencher un cercle vicieux de la guerre commerciale? Est-ce que, soit sur le commerce ou sur l'Iran, le multilatéralisme passe avant les intérêts français? Sur ces sujets, l'intérêt français, c'est un multilatéralisme fort. Je ne diviserai pas les deux. L'intérêt français, c'est de ne pas avoir une guerre commerciale. On peut toujours améliorer les choses. D'abord en faisant un travail sur nous-mêmes, en améliorant les accords qu'on a avec un tel ou un tel. Mais sur le plan commercial, si on va vers plus de protectionnisme, une escalade des tensions, c'est évidemment mauvais pour le multilatéralisme, mais c'est également mauvais pour la France, en tant que puissance économique. Et vous parlez de l'Iran, c'est la même chose. Notre intérêt, c'est d'avoir un multilatéralisme fort, parce que la France veut œuvrer à la stabilité de la région et éviter l'escalade. Donc, dans tous les cas, l'intérêt de la France, c'est celui d'un multilatéralisme fort qui permet de stabiliser les situations et d'éviter l'escalade. Sur le sujet plus précis des voitures, je l'évoquais tout à l'heure, moi, je n'ai jamais été dans la logique de la terreur ou de la riposte. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont ouvert une enquête. Notre souhait, c'est qu'il y ait un dialogue élaboré, structuré, entre Européens et Américains, comme d'ailleurs c'est, je crois, le souhait du Premier ministre Abe entre le Japon et les États-Unis d'Amérique, comme c'est le souhait du Premier ministre Trudeau, pour que ce dialogue partenarial permette déjà d'échanger les faits et que les enquêtes soient, si je puis dire, en dialogue, et qu'on soit d'accord sur les chiffres. Parce que quelques décisions qui devraient être prises ne peuvent pas l'être sur des chiffres erronés ou une vision biaisée. Et donc, on n'en est pas du tout au stade de quelques sanctions ou contre-sanctions que ce soit. On est au stade d'une enquête, mais sur laquelle nous avons souhaité plus de dialogue. Y a-t-il d'autres questions? Je vais prendre une dernière question pour monsieur. Merci. Éric Noël, Canada 2030. Si le lion du G7, c'est les États-Unis, parfois l'éléphant du G20, c'est la Chine. En vous projetant dans l'avenir, pensez-vous que d'ici 4 ou 5 ans, le G7 serait le bon forum pour se rapprocher de la Chine, qui sera à ce moment-là peut-être la plus grande puissance économique au monde? Écoutez, la grammaire internationale est en train de changer. C'est une certitude. Le G7 aujourd'hui a une cohérence en termes de valeurs, d'intérêts. La Chine a marqué des convergences avec le G7, si on regarde ces dernières années. Le climat, par exemple, il faut le souligner. Je disais tout à l'heure, à Hambourg, on a signé une déclaration à 19, un seul pays montrant sa divergence. La Chine était dans les 19, les États-Unis d'Amérique, non. Donc c'est un vrai changement. Donc sur des sujets d'intérêt conjoint que nous avons au G7 comme le climat, la Chine est très engagée à nos côtés. Pour autant, sur les sujets commerciaux, comme sur les sujets de valeurs ou de droits de l'homme, nous avons encore des divergences. Alors, je souhaite que ces divergences puissent être abordées dans un climat constructif, et le G20 est une bonne enceinte pour le faire. Mais je crois que ce G7 a une utilité quand il a de la cohérence. Et d'ailleurs, vous voyez bien, le G7, il est toujours bousculé entre deux risques polaires. L'un qui est de dire, vous êtes toujours d'accord, à quoi ça sert? Il y a 3 ans, c'est ce qu'on disait à mon prédécesseur quand il sortait du G7. Il y avait Barack Obama, David Cameron, etc., etc. Les gens étaient d'accord sur tout. Vous disiez, pourquoi vous vous réunissez? À quoi ça sert les G7?
Et maintenant, vous voyez les tensions, et même disent à quoi ça sert les G7? Ça sert à coordonner les positions de pays qui, lorsqu'ils divergent, ont du mal à faire fonctionner l'ordre international. Donc ce cercle a besoin d'une vraie cohérence. Et donc peut-être qu'un jour la Chine le rejoindra si, sur le plan des valeurs, des droits de l'homme, du commerce international, une route qui ne c'est pas forcément celle de la soie est parcourue qui nous fait converger. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, notre combat, c'est déjà d'avoir une forte cohérence de ce G7 et d'en faire une instance utile, comme nous l'avons montré aujourd'hui, même si elle ne résout pas tout. Je pense que le G20 reste, à ce titre, une instance extrêmement utile. Et je pense que nous, notre intérêt, comme Européens, comme Français, mais plus largement pour l'ensemble de nos peuples, c'est de faire que dans toutes ces instances, on défende bien ce multilatéralisme. Le risque de notre environnement contemporain, c'est celui de la fragmentation et des fractures, c'est du coup celui de la montée des tensions, et c'est celui d'un duopole hégémonique avec des puissances intermédiaires plus ou moins violentes. Or, ce que nous avons construit après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un ordre international coopératif reposant sur des instances comme l'ONU, le FMI, l'OMC, qu'il nous faut préserver. Et donc on doit les moderniser, les changer, les rendre plus efficaces. C'est ce que nous sommes engagés à faire pour l'OMC, et j'y mettrai toute mon énergie. Mais je crois que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de revenir en arrière et de penser que, en quelque sorte, on pourrait céder à des volontés hégémoniques ou à des déséquilibres contemporains. Et donc à cet égard, les discussions comme celles que nous avons eues ces 2 jours sont importantes. Elles ne règlent pas tout. Ce sont toujours des déclarations, mais elles permettent de lever des malentendus. Elles mettent de la coordination pour aller vers la coopération. En tout cas, c'est sur cette ligne que nous continuerons à avancer et conformément au discours que j'ai toujours tenu et aux décisions que j'ai toujours prises pour ce multilatéralisme fort. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Bonne fin de journée.